Alors, coucou, salut Nancy, yeah, magnifique, merveilleux, salut tout le monde, comment allez-vous? Comment se passe votre mois d'août? Est-ce que tu te sens bien avec ton bébé dans ton bedon? Est-ce qu'il y a des journées qui sont un petit peu moins faciles? Est-ce que tu trouves que le temps passe vite et que la fin de la grossesse approche, hein? Ça approche toujours un petit peu plus vite que ce qu'on avait pensé, ce qu'on avait prévu. Aujourd'hui, je vais te parler de la date probable, la date prévue d'accouchement. On parle souvent de la date prévue d'accouchement, ça nous piège. On va s'en parler aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi il y a beaucoup de différences par rapport à certaines personnes, par rapport à quand on accouche versus quand on a prévu d'accoucher, les choses qu'on nous a données comme information. Oups là, Nancy qui retour au travail et début de la garderie. Wow, mon Dieu. OK. Alors, ça, c'est toute qu'une histoire, le retour au travail. Je le vois dans la gang de Paléo, là, ça fait vivre toutes sortes d'affaires qui sont pas évidentes, que je suis de tout cœur avec toi, Nancy, là, pour ces quelques semaines de travail, puisque tu vas redonner naissance dans pas trop long, finalement, le temps passe vite. Donc, je te souhaite la bienvenue. Mon nom, c'est Annie Béras. Si on ne se connaît pas encore, je suis ostéo, je suis doula depuis 27 ans. Je suis une vieille doula, une doula senior. Et je suis également l'auteur de la préparation à l'accouchement au paléo-naissance. Peut-être que tu as déjà décidé de faire les rencontres prénatales avec moi qui commencent dans quelques semaines à nouveau. Ce sont des cycles qui sont récurrents, qui reviennent. Alors, dis-moi, à combien de semaines es-tu? Est-ce que tu as préparé des questions pour notre rencontre d'aujourd'hui sur la date probable d'accouchement? Ça se peut. Si tu en as, mets-moi ça dans le fil d'actualité. De quelle région es-tu? À combien de semaines de grossesse es-tu? As-tu peur du déclenchement? As-tu peur de te retrouver en fin de grossesse et de te voir vivre un déclenchement? Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de femmes qui ont peur de cette réalité-là. Puis que donc, il y a Nancy qui est à 28 semaines. Coucou Nancy, c'est magnifique. Wow, le temps passe vite. Lily, 38 semaines et 4 jours aujourd'hui. Ouhou, vivement la fin. Ouais, il y a comme, je sais pas si t'es ambivalente. Des fois, on a hâte que ça finisse, puis en même temps, on a un petit peu peur de la suite. Je sais pas trop comment tu te sens. Coucou Julie! Yeah, je suis super contente que tu sois là. 39 semaines et demie! Oh my God! Ton bébé s'en vient. Toi, c'est sûr que c'est dans les prochaines semaines. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Aujourd'hui, justement, on va parler de ça, de la fin de la grossesse, des calculs de grossesse et compagnie. Avant, je veux juste te dire quelque chose d'important. Là, j'aurai pas le temps aujourd'hui de te donner tous les détails inimaginables par rapport au déclenchement, par rapport au stripping, par rapport au mode d'induction et compagnie. Ça sera pas possible parce que c'est long. Mais je te rappelle que sur au paléo, c'est une approche de préparation à l'accouchement physiologique, mais je suis pas folle, hein? J'en ai des accouchements derrière la cravate. Je sais comment ça se passe. Je sais que des fois, il faut dévier notre plan. Puis que je te rappelle que sur Opaléo, à tout en bas de la page, à quelque part entre la préparation virtuelle et les rencontres, les rediffusions en direct, tu as, et je te le rappelle, des vidéos qui sont spécifiques aux interventions médicales. Tu as une vidéo qui est sur la césarienne dans laquelle je t'explique comment ça se passe, c'est quoi les types de césarienne, les choses que tu peux demander. Et la vidéo sur l'induction est très garnie, très fournie aussi. Donc, je te rappelle que ces vidéos-là n'étaient pas prévues dans mon concept au Paléo au départ. Au départ, je voulais juste te faire des vidéos qui étaient axées sur la physiologie de l'accouchement, mais je me suis rendu compte que vous aviez besoin d'outils pour quand les choses allaient différemment. Et donc, ce que je te propose, c'est les vidéos sur la césarienne, sur l'induction, de pas nécessairement les écouter. Tu peux te concentrer vraiment sur les vidéos de la préparation au paléo, de la méthode au paléo, et écouter ces vidéos-là seulement si tu en as besoin ou si ça te sécurise de les écouter à l'avance. Mais c'est important pour moi de te dire que c'est pas pour moi un passage obligé. Ça dépend vraiment de ce que tu veux finalement comme ce qui te sécurise et compagnie. Tu pourrais très bien écouter, par exemple, la vidéo de l'induction seulement si tu as besoin de passer par cette étape-là. Donc, avant de commencer officiellement notre rencontre, je vais juste aller voir les commentaires. Yeah, Mélanie, magnifique. Je vais pas pouvoir écouter tout le direct, mais je suis curieuse d'avoir ton avis sur le décollement des membranes à 39 semaines. On m'en a parlé hier et je trouvais ça un peu tôt.
Alors ouais, effectivement, c'est un peu tôt. Écoute, Mélanie, je te dis comme un peu ici, puis je te dis, je sais que tu fais partie de la gang au Paléo, va dans la vidéo sur sur le déclenchement, celle que je viens tout juste de montrer, et tu vas voir, il y a des chapitres dans la vidéo. Alors, va voir les chapitres et là, tu vas avoir un chapitre stripping, décollement des membranes. Clique là-dessus et tu vas pouvoir accéder directement à la partie dans laquelle je t'explique les avantages, les inconvénients et dans laquelle je t'explique aussi ce que c'est au niveau concret. Donc, oui, il y a de plus en plus de stripping qui sont offerts en fin de grossesse. Tu n'es pas une exception. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça actuellement. Ce qu'on sait au niveau des études, c'est qu'on voit que plus on fait des strippings et plus la date prévue d'accouchement est proche, voire même dépassée, plus le niveau d'efficacité est grand. Donc, oui, ça peut fonctionner lorsqu'ils sont faits à répétition ou lorsque tu es vraiment, vraiment sur le bord d'accoucher. Mais il y a des inconvénients au stripping. Puis je t'en parle dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a entre autres beaucoup de faux travail qui est déclenché, souvent inconfortable. Parce que là, il va falloir que tu réfléchisses à savoir dans ta situation à toi, est-ce qu'il y a plus ou il y a moins d'avantages d'accepter cette proposition-là? Parce que dans certaines situations, il y a clairement plus d'avantages d'accepter le stripping. Et là, vous le savez, la gang, là, celles et ceux qui se préparent avec moi, c'est vraiment important d'être dynamique dans votre réflexion. Il faut surtout pas tomber dans le piège de dire je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Toutes les interventions médicales peuvent être intéressantes. Est-ce que je suis pro-physiologie? Bien sûr que oui. J'ai vécu des accouchements physiologiques, j'ai tripé ma vie, j'ai adoré ça, que je te le souhaite de pouvoir le vivre. Et je sais que c'est ce qu'il y a de plus sécuritaire pour toi et ton bébé. Donc, est-ce qu'on veut se rapprocher de la physiologie? Bien sûr que oui. Mais en même temps, il faut être flexible et il faut jongler avec la situation dans laquelle tu es. Puis que donc, Mélanie, je te donne ces petites informations-là, mais je t'invite vraiment à aller voir la vidéo. Puis c'est une vidéo la vidéo sur l'induction est longue, là. Je pense qu'elle est de plus de 1 heure. Mais comme je te dis, j'ai mis des chapitres pour que vous puissiez être en mesure d'aller chercher exactement l'information dont vous avez besoin. Ce qui va vous permettre de ne pas prendre l'information que vous voulez pas avoir. Si toi, tu dis, hey, moi, ça serait anxiogène pour moi d'entendre parler de cytocine, de synthèse, je veux juste entendre parler du stripping, du décollement des membranes, parce qu'actuellement, c'est ça mon besoin, tu vas directement au chapitre sur le stripping. Puis Mélanie, si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, reviens-moi dans la communauté pour poser tes questions dans la communauté réservée aux membres. Ça va vraiment me faire plaisir. On m'a fait un stripping à 38 semaines, mais inefficace. Je veux tenter la VAC, donc on veut me déclencher pour éviter la césarienne. Alors, Lily, ça arrive souvent que les strippings ne fonctionnent pas la première fois. Les études sont vraiment claires que c'est souvent à répétition que ça va fonctionner, à moins que ça soit comme la petite goutte d'eau qui manque dans l'océan, ce qui arrive parfois. C'est sûr que si toi, ton corps, il a tout installé, ta phase de latence a été généreuse en préparation, puis qu'il manque juste une petite goutte d'eau dans l'océan, ben le stripping va faire la différence. Mais pour la majorité d'entre nous, c'est pas comme ça que ça se passe. La majorité d'entre nous, on a besoin d'une répétition. Et là, il faut savoir, est-ce que dans mon cas à moi, dans ma situation à moi, est-ce que c'est pertinent de faire ça ou si je pourrais simplement faire confiance à mon corps puis laisser aller le processus de façon naturelle. Bien, écoute, c'est très bien. Col à 2 cm effacé à 50%, c'est très bien, Lily. Ça veut dire que tu as vraiment un beau travail préparatoire qui est installé. Mais rappelle-toi, je ne sais pas si tu as regardé les vidéos sur la phase de latence sur paléo.com. Rappelle-toi que la phase de latence, c'est la phase qui va le plus travailler sur l'effacement. Donc, tu es à 50%. Il y a encore du beau travail possible à faire pour bien préparer ton accouchement. Je continue encore un peu dans les commentaires parce que j'aime ça vous lire. Puis après, je vous promets, j'y vais, je pars. J'ai déjà eu un stripping à 37 semaines. Quel que ça a marché. Avoir su tout ça, je ne l'aurais pas fait. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'à 37 semaines, sans indication médicale, tu fais un stripping et ça marche. Pour ton bébé, c'est pas l'idéal. S'il n'y a pas d'indication médicale, hein, vous savez, c'est toujours ça qu'il faut se poser, à savoir est-ce qu'il y a une indication médicale ou pas, de façon à être dynamique dans votre tête, puis de pas avoir de regrets ni d'un côté ni de l'autre. Donc, on y va avec notre date prévue d'accouchement.
Avant d'aller dans le plus concret de la fin, il faut que je te ramène un peu en début de grossesse. Il y a quelque chose d'hyper important que je dois t'expliquer. Puis je sais que les gens sont souvent confus dans leur tête. Puis ça, c'est quelque chose que je t'invite à prendre le temps de comprendre dès maintenant parce que dans ta vie de femme, pas juste présentement dans ta grossesse, ça va être un gros plus. Donc, pour pouvoir t'expliquer ça, je t'ai fait des petits diagrammes juste pour dire qu'on se comprenne bien. Que tout ce qui est roulette de grossesse, hein, ça se peut que tu aies déjà vu ton médecin avec une roulette, là, puis qui tournait la roulette pour pouvoir voir quelle est ta date prévue d'accouchement. Toutes les roulettes, tous les systèmes, toutes les applications sont toutes basées sur un cycle de 28 jours. Ça veut dire qu'on prend pour acquis quand on analyse ton processus de grossesse que tu as un cycle de 28 jours. Maintenant, comment ça fonctionne? J'ai un cycle de 28 jours. Dans le fond, mon premier jour, je ne sais pas si tu vois ici, jour 0, c'est le premier jour des dernières règles. Ça veut dire que mon premier jour de menstruation, c'est le jour 0 du cycle dans lequel je suis. Quand ici, j'ai le 28 jours, ce 28 jours-là se retrouve aussi à être le jour 0 de mon futur cycle. Donc, on prend pour acquis que tout le monde est comme ça dans un premier temps. Jour 0, premier jour de mon cycle, jour 28, dernier jour de mon cycle et également le jour 0 de mon prochain cycle. Quand on analyse au niveau de l'ovulation puis au niveau de l'arrivée de ton bébé dans ton ventre, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ben normalement, en moyenne, l'ovulation va arriver 14 jours avant la prochaine menstruation. Donc, ce que ça donne, et là on le voit ici, c'est qu'on dit que si on a un cycle de 28 jours, pour avoir le temps, le moment de ton ovulation, il faut reculer de 14 jours, ce qui va nous donner une ovulation au jour 14. Donc, pour tout le monde, là, sur tous nos cycles, sur toutes nos roulettes, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que quand tu arrives dans le bureau de ton médecin, il va te demander c'est quoi la date de tes dernières menstruations. Toi, tu vas dire, ah ben monsieur, madame, c'était le 1er décembre. Ton médecin va prendre sa roulette, il va dire, OK, 1er décembre, jour 0 de son cycle. On prend pour acquis qu'elle aurait eu un cycle de 28 jours, mais on ne le sait pas, puisque tu es devenue enceinte, donc tes menstruations ne se sont pas déclenchées. Tu me suis jusque-là? Faites-moi des pouces en l'air, là. Ah ben, il y en a qui ont mis des cœurs, puis on peut pas mettre les deux. En tout cas, si jamais il y en a qui ont rien mis, puis c'est clair, vous me faites un pouce en l'air. Donc, on prend pour acquis que ton cycle aurait recommencé là, au 28e jour et que donc ton ovulation est arrivée à 14 jours. Mais maintenant, imaginons que toi, tu as un cycle qui est long. Imagine que tu as un cycle de 32 jours. Hein? Que donc, tu as ton premier jour de règle, qui est ton jour 0. Après, ton cycle, normalement, aurait repris à 32 jours, mais on ne le sait pas parce que tu es devenue enceinte. 32 moins 14, ça nous donne 18 jours. Donc, normalement, si on fait une moyenne, ton bébé aurait été conçu autour du 18e jour. 4 jours plus tard que ce que la fameuse petite roulette nous donne comme information. Et c'est difficile de savoir parce que ça se peut que tu me dises, ah ben moi, Annie, mes cycles ont toujours été de 28 jours. Mais ça se peut que cette fois-là, pour une raison X, Y, Z, ton cycle a été plus long, mais que comme tu es devenue enceinte, on n'a pas eu la vérification de cette donnée-là et que ton bébé, finalement, a 4 jours de moins que ce qu'on pense parce qu'il a été conçu au jour 18 plutôt qu'au jour 14 parce que c'est à ce moment-là que ton ovulation est arrivée. Donc, ça, c'est un des premiers facteurs qui fait que ça se peut, ça arrive que notre bébé soit plus petit, soit moins vieux que ce qu'on pensait qu'il était, parce que le cycle où il a été conçu a été plus long que celui qu'on a l'habitude d'avoir, où ça se peut que tu aies toujours des cycles qui sont plus longs. Ça, c'est un premier facteur. C'est sûr que la durée de vie de l'ovule, la durée de vie des spermatozoïdes, c'est pas une durée de vie qui est comme de 3 secondes d'écart. Que ça se peut aussi parfois que l'ovulation ait lieu, par exemple, au jour 17 et que la fécondation ait eu lieu plus tard, par exemple 2 jours plus tard. Donc ça aussi, ça peut faire une variabilité dans ta date prévue d'accouchement. Maintenant, une grossesse, combien de temps ça dure? C'est souvent les gens me disent, ouais, mais là, je suis toute mêlée en France. Au Québec, c'est pas le même nombre de jours.
En moyenne, ça dure 280 jours une grossesse. Et là, je sais qu'au Québec, on va te dire une grossesse, ça dure 40 semaines. Puis en France, si tu es française, ça se peut que tu te dises, ouais, mais c'est bizarre en France, ça dure 41 semaines. Pourtant, on est tous des humains. Alors oui, on est tous des humains, puis c'est pareil partout. C'est juste une question de culture. Hey, un jour, je te ferai une rencontre de jeudi midi là-dessus, la différence entre la culture et la physiologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu habites au Québec, on considère que ta grossesse va être à quelque part ton accouchement va être à quelque part entre 38 et 42 semaines. Ah, ça, c'est la normalité. Est-ce que tu m'entends? Jusqu'à 42 semaines. C'est la normalité. Et on va considérer que tu es à terme à 40 semaines. La plupart du temps, les médecins vont te donner une semaine et demie avant de proposer une induction. Si tu habites en France, hein, puis que tu m'écoutes de la France, ben, ce qui va se passer, c'est que ton médecin va considérer que ta grossesse est à terme à 41 semaines et ils vont être un petit peu moins patients. C'est-à-dire qu'ils attendront pas aussi longtemps qu'au Québec. Donc, en réalité, ça revient exactement au même. L'induction est proposée dans les deux pays, grosso modo, au même moment. C'est juste qu'on n'a pas la même fin officielle. C'est juste ça. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour ajuster notre date prévue d'accouchement? Puis comment on fait pour ne pas se faire rouler dans la farine? C'est pas facile. Puis des fois, on se fait rouler dans la farine, c'est vrai. La première chose à savoir, c'est que au début de la grossesse, tous les êtres humains sont identiques. C'est-à-dire que la longueur des fémurs, la longueur du corps du bébé va suivre une variabilité qui est aucune. C'est-à-dire que tout est pareil. Donc, en début de grossesse, jusqu'à 13 semaines et 5 ou 6, 7 à peu près, tous les êtres humains sont identiques. Ce que ça veut dire que si tu passes une échographie dans ce range-là, l'échographe qui va passer ton échographie va être en mesure de te donner probablement une très bonne évaluation de ta date prévue d'accouchement parce que lui, il sait qu'au jour où tu en es, le bébé devrait avoir telle grandeur à peu près. Est-ce que c'est fiable à 100%? Non, ce n'est pas fiable à 100%. Écoute, veux-tu une anecdote de fou? Hein? Je te raconte une anecdote. Il y a plusieurs années, j'étais à un accouchement. Et je me souviens plus pourquoi, parce que ça fait longtemps. Mais je sais pas pourquoi, je me souviens plus pourquoi, mais ils ont amené une machine d'échographie dans la pièce lors de l'accouchement pour vérifier quelque chose, ce qui est très rare. Hein, tu devrais pas voir, tu devrais pas passer d'échographie pendant ton accouchement. C'est vraiment exceptionnel quand il y a quelque chose qui est particulier. Et donc, ils amènent la machine d'échographie dans la pièce. Ils passent l'échographie à ma cliente, puis ils disent, ah, écoute, ton bébé est vraiment de petit poids. Donc, il y a vraiment un souci qu'on n'a pas identifié pendant la grossesse. Donc, on va appeler une équipe de spécialistes pour que tout le monde soit là lors de l'accouchement. L'accouchement s'est très, très bien passé. Quand est venu le moment de l'accouchement, il y avait beaucoup de spécialistes dans la place. Il y avait comme le pédiatre qui était là, l'inhalothérapeute. Tout le monde était là pour accueillir ce mini bébé-là qu'on avait diagnostiqué comme étant un tout petit bébé quelques heures auparavant. Écoute, comment te dire? Le bébé est sorti en top shape, puis il pesait plus que 7 livres. Donc, des erreurs au niveau de l'échographie, c'est possible. Et plus on avance dans la grossesse, plus les erreurs sont importantes. Pourquoi? Ben, entre autres parce que justement, il y a beaucoup de variabilité au niveau du petit humain qui est en train de se former à l'intérieur de toi, au niveau de son hérédité, au niveau des gènes que vous lui avez offerts, à savoir est-ce que ça va être un petit bébé, ça va être un plus gros bébé, est-ce qu'il va avoir un plus gros périmètre crânien et compagnie. Donc, en début de grossesse, peu de variabilité, mais quand même un peu, parce que quelle sorte de machine on a, comment ton bébé est orienté, est-ce qu'il bouge bien, est-ce qu'il est bien orienté pour que la personne prenne bien ses mesures, est-ce que la personne qui est en train de prendre ses mesures, c'est une humaine, c'est un humain. Puis bien entendu, il y a toujours des possibilités d'erreur. C'est du 100%, dans ça, il n'y en a pas. Mais il y a moins de possibilités d'erreur en début de grossesse qu'à la fin. Et c'est tellement vrai qu'on observe que les femmes qui passent une échographie en début de grossesse, et là, je suis pas en train de te dire qu'il faut absolument que tu fasses ça, mais on voit au niveau des études que les femmes qui font ce choix-là ont moins d'induction en fin de grossesse parce qu'il y a eu un réajustement au niveau de la date
prévue d'accouchement lors de la première échographie. Donc, ça se peut que tu aies vécu ça. Tu peux me le dire en commentaire, là, direct, pas direct, en rediffusion. Vas-y dans les commentaires, fais-toi plaisir. Ça me fait aussi plaisir. Donc, tout ça pour dire que l'échographie de début de grossesse va souvent amener un ajustement au niveau de la date prévue d'accouchement. Parfois, on va ajuster aussi la date prévue d'accouchement lors de la deuxième échographie, celle qui a lieu aux alentours de 20 semaines. Mais pour ajuster cette échographie-là, il faut qu'il y ait beaucoup plus grand écart entre ce qu'on pense et ce qu'on observe à cause de la différence qui est plus importante. Parce qu'on sait que rendu à ce moment-là, la fiabilité de nos résultats n'est pas très grande. Donc, on a besoin, justement, vu que cette fiabilité-là est moins rendez-vous, on a besoin que ce qu'on observe soit plus différent, qu'on fasse comme, OK, là, franchement, on voit qu'il y a une discordance de 10 jours entre ce que j'observe et ce qu'on pensait. Puis que là, je pense qu'il va falloir faire, par exemple, un petit ajustement, par exemple. Puis que donc, il y a Mélanie qui dit, ma date a été ajustée 2 fois. OK. Alors, là, si ta date a été ajustée, comme celle de Mélanie, là, ce qu'il faut se poser comme question, c'est de quel côté elle a été ajustée. Si, par exemple, moi, ma date prévue d'accouchement, c'était le 25 octobre, et qu'on me dit à la deuxième échographie, écoute, Annie, on pense qu'il y a un problème, on aimerait ça devancer ta date prévue d'accouchement de 10 jours, ben là, ça se peut que j'ai une induction, parce que là, on est en train de me dire que mon bébé, il est plus vieux qu'il ne l'était. Et donc, c'est possible qu'à ce moment-là, je me retrouve en fin de grossesse avec un problème par rapport à ça. Si on rajoute quelques jours, si on me dit, ah ben Annie, on va te rajouter 2 jours à ta date prévue d'accouchement parce que je pense que ton bébé n'est pas aussi vieux qu'on pense, ben là, c'est intéressant. Est-ce que j'en ai déjà vu des bébés qui ont eu des inductions, qui sont nés, puis qui n'avaient clairement pas le nombre de semaines qu'ils devaient avoir? Oui, j'en ai vu. Te dire à quel point mon cœur fond... je suis tellement triste quand ça arrive, quand tu vois un petit bébé qui était supposément, par exemple, à 41 semaines et demie, puis qui sort du bedon de sa maman, puis qui est encore plein de vernix, qui n'a aucun signe de post-maturité. C'est sûr que c'est triste. Que c'est intéressant de challenger ça. Si on veut changer ta date prévue d'accouchement, c'est intéressant de réfléchir à faire comme, OK, c'est quoi pour quelles raisons vous la changez? Est-ce que vous êtes sûr de votre coût et compagnie? On regarde avec Mélanie, c'est intéressant de pouvoir voir les expériences. À l'écoute du 3e trimestre, il y a encore une semaine de moins d'affichés, mais il n'y a pas eu de nouveaux ajustements. OK. Alors, c'est rare qu'ils vont ajuster en 3e trimestre, justement à cause de ça. Donc, c'est pas impossible, mais c'est plus rare parce qu'il y a trop de marge de manœuvre. C'est ce qui m'est arrivé après échographie. On est passé d'un estimé du 2 août au 24 juillet. Finalement, elle est née le 28. Bon, mais tu vois, c'est intéressant. Tu vois, c'est intéressant, Hélène, que ça démontre bien que c'est ça. Les écarts au niveau de la date prévue d'accouchement, ça peut quand même faire une bonne différence. Que donc, juste pour te dire, au niveau des chiffres, là, une échographie de 3e trimestre, il y a l'étude que j'ai consultée démontre que le taux de variabilité au niveau des jours oscille entre 21 et 30 jours de variabilité. Je ne sais pas si tu sais, là, mais c'est une grosse montagne, là, 21 ou 30 jours. Que donc, ce qu'ils font, c'est qu'en général, ils ne vont pas réajuster avec la 3e écho parce qu'ils savent que c'est trop aléatoire, que c'est pas assez juste et à cause de ça, ils restent critiques puis qu'ils font comme OK, on ne fera pas de réajustement au niveau de ça. Il faut aussi mettre dans ta balance le fait que l'échographie peut être une source de stress importante. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez. Moi, je suis pas contre les échographies, mais je suis pour un choix éclairé, par exemple. Que ça veut dire que quand on t'offre la possibilité de passer une échographie, il faut que tu regardes qu'est-ce qui est possible que ça donne. C'est-à-dire qu'il arrive souvent, malheureusement, qu'il y ait lors d'une échographie une annonce inquiétante qui finalement ne sera pas une problématique pour vrai. Et ça, souvent, ça va contourner l'histoire. C'est-à-dire, ça va faire qu'il y a une inquiétude qui va naître dans mon cœur, dans notre histoire, dans notre famille. Et cette inquiétude-là, parfois, même si après, on va me dire, après un autre contrôle, écoute, Annie, finalement, tout va bien, il arrive parfois que cette inquiétude-là soit sommée et que ça soit difficile pour moi de retrouver ma confiance par rapport à ça. Donc,
Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? La première chose qui est importante, c'est de surtout pas donner à ton entourage ta vraie date prévue d'accouchement. Parce que si tu donnes ta vraie date prévue d'accouchement à ton entourage et que tu arrives, par exemple, à 40, 41 semaines de grossesse, les gens autour de toi vont vraiment être gossants. Ils vont tout t'appeler, tout te texter, faire «T'as-tu accouché? Voyons, ça n'a pas de bon sens» et compagnie. Puis que donc, ce que je te propose, c'est d'ajouter un petit peu de temps à la date prévue d'accouchement pour éviter d'avoir ce stress supplémentaire-là. Parce que quand on arrive en fin de grossesse, il y a un stress. Puis là, je serais curieuse de voir s'il y en a qui ont vécu aucune pression, là, qui ont déjà eu des bébés, qui ont déjà donné naissance et qui ont vécu aucune pression, je suis intéressée à ce que tu me le dises en commentaire parce que c'est rare. La majorité d'entre nous, en général, à partir de 37-38 semaines, on commence à entendre parler de déclenchement. Des fois, la date du pseudo-déclenchement est installée dans l'agenda avant même que j'arrive à la date probable de mon accouchement. Donc, ça ajoute quand même du stress dans l'histoire. Fait que donc, c'est important, dans le fond, d'être conscient de ça, puis d'essayer de se protéger le plus possible. Si tu dis aux gens autour de toi que la date probable d'accouchement est un petit peu plus loin, tu vas au moins te préserver de la pression sociale qui est autour de ça. Parce que il y en a. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a Marine qui dit 2 échos en Belgique pendant le premier trimestre, c'est automatique lors du rendez-vous chez la gynécologue. Elle ne m'a même pas demandé mon avis. Oups, OK. Je n'ai même pas imaginé à l'époque que je pouvais refuser d'en faire. Je sais maintenant que rien n'est obligatoire. Ma date prévue d'accouchement a été la même tout au long. Rose est finalement arrivée à 39,4 suite à un déclenchement à cause d'une cholestase gravidique. Ouais. Alors, dans ce cas-ci, voyez-vous, Marine, c'est intéressant parce qu'elle a vécu un déclenchement pour une raison médicale qui était tout à fait réelle. Une cholestase gravidique, c'est une condition qui est grave, qui peut être grave. Donc, puis Marine, pour la petite information, a quand même eu une belle naissance, un bel accouchement. Marine, éventuellement, j'aimerais bien que tu nous racontes ça un jour. Et Hélène qui nous dit waouh, quelle bonne idée. C'est tellement irritant, ce message de pression. Oh my God! Mais je t'ai appelé tantôt à 2 heures. Il est rendu 4 heures. T'étais où? Comment ça? Moi, je pensais que tu étais à l'hôpital. Puis là, je me suis inquiétée. Puis j'ai appelé notre mère. Puis j'ai appelé mon frère. Puis mon cousin. J'ai appelé ton ex avec qui tu sortais il y a 25 ans pour lui demander hey, on est-tu d'accord que c'est vraiment gossant? Qu'en mettant votre date prévue d'accouchement plus loin, tu vas hériter d'avoir ce genre de situation-là, au moins pour ça. Hein? Parce que là, c'est ça. Au niveau du milieu médical, tu vas en avoir évidemment de la pression, à moins que tu sois avec une sage-femme, mais c'est important de toujours, toujours, toujours se repositionner. Et je te rappelle que dans la vidéo sur opaleo.com sur les déclenchements, il y a toutes les informations, toutes les méthodes de déclenchement, les avantages, les inconvénients, les études, mais surtout ce que j'en pense aussi, ce que j'ai observé, hein, qu'il faut que, je te le dis très clairement quand c'est ce que j'en pense, c'est que ce ne sont pas des données scientifiques. Et il y a dans cette vidéo-là beaucoup de réflexion aussi, beaucoup d'outils pour t'aider à réfléchir. C'est quoi ta position là-dedans? Comment tu as envie de gérer ça? Comment tu as envie de t'organiser? Que voilà. Et d'ailleurs, en parlant de cette vidéo-là et des autres, toutes celles et ceux, là, j'en vois plusieurs là, qui font partie déjà de la gang des cours prénataux, je te propose de commencer doucement à l'écoute des vidéos. Je te rappelle que tu peux trouver, je te le remettrai dans les commentaires là, si tu l'as perdu, le lien où toutes les rencontres prénatales en direct sont inscrites avec toutes les vidéos idéalement à regarder avant chacune d'elles. Si tu n'as pas regardé toutes les vidéos, c'est pas grave, mais si tu es capable, c'est sûr que ça va être plus intéressant. Tu vas mieux profiter de la rencontre en direct, tu vas avoir plus de questions et on va avoir plus de fun ensemble. Mais c'est pas grave. Par exemple, si tu arrives à la rencontre de pratique sur les sons et les positions et que vous n'avez pas regardé le cours sur jongler en équipe avec la douleur, ben, vous allez quand même pouvoir pratiquer, mais c'est sûr que ça va être un petit peu moins efficace. Donc, pour ceux et celles qui font déjà partie de la gang au Paléo, commencez l'écoute des vidéos. Si ta date prévue d'accouchement est encore trop loin pour commencer, il n'y a pas de souci, commence quand même doucement l'écoute des vidéos, puis tu pourras embarquer dans les rencontres en direct en novembre. Mon récit d'accouchement, il y a Marine qui nous écrit, mon récit d'accouchement se trouve sur la communauté au Paléo. Ouais, je le sais. Ça s'est bien passé, oui, mais intense et fort rapide.
Je rêve d'un deuxième accouchement pour vivre le travail et je sens que ça s'en vient tranquillement, mais pas trop. Ouais. Alors ça fait partie de la réalité du travail qui est induit. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo, que c'est souvent plus intense et l'intensité, c'est ça. L'intensité, ça vient parfois avec une plus grande vitesse de croisière au niveau de la dilatation, mais ça vient aussi avec un niveau d'intensité intérieure qui est fort par rapport à ça. Que je vous embrasse très fort toute la gang. Moi, je retourne en vacances. Je suis pas tant en vacances. Je m'en vais, pour être tout à fait fraîche avec toi, je m'en vais enregistrer un podcast cet après-midi. Podcast qui va sortir là aussi bientôt. Je vais t'en donner des nouvelles par rapport à ça aussi bientôt. Hey, je vous embrasse très fort. Bye bye!